La crise de l'Europe des 10, François Mitterrand pose le problème de la présence britannique dans le marché commun. 2 escales pour le président français dans son premier voyage africain, l'Algérie et le Niger. Sophia Loren en prison, c'est elle-même qui a voulu revenir en Italie après 10 ans d'absence pour purger sa peine. Enfin, Citroën, le blocage complet des négociations, interpellation à l'Assemblée et licenciement de militants de la CGT. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette fois, c'est grave et peut-être même très grave. La nouvelle crise que traverse l'Europe des 10 ne sera pas facile à régler. Hier, vous le savez, les 9 partenaires de la Grande-Bretagne, lassés de l'avoir tergiversé sur le problème de la fixation des prix agricoles, ont choisi pour la première fois depuis 16 ans d'abandonner la règle de l'unanimité et de lui préférer celle de la majorité. C'est ainsi donc qu'hier, contre l'avis des Anglais, l'accord put être signé. Vous l'avez entendu hier soir. Réaction choquée de Londres. Mais ce n'était pas fini, car François Mitterrand avait décidé aujourd'hui d'enfoncer le clou et de faire savoir aux Anglais que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Écoutez ses déclarations à l'heure du déjeuner pendant son escale d'Alger. Lundi, à Londres, je n'ai laissé aucun doute à Madame Thatcher sur la détermination de la France dans la conduite de la politique agricole commune. Le problème posé aujourd'hui, à la suite des décisions de Bruxelles, n'est pas celui de la majorité ou de l'unanimité au sein du Conseil des ministres de la Communauté européenne, mais celui du rôle qu'entend y jouer la Grande-Bretagne, et finalement, selon la réponse qui sera faite à cette question, celui de la présence de la Grande-Bretagne, ou la nature de cette présence, dans la communauté. La France, quant à elle, ne renonce ni à la règle de l'unanimité quand il s'agit véritablement d'un intérêt vital, ni au traité de Rome, car c'était bien le traité de Rome, c'est-à-dire l'existence même de la communauté, qui était en jeu à Bruxelles. Et le Premier ministre Pierre Mauroy a d'ajouter tout à l'heure à l'Assemblée que Mme Thatcher avait trouvé en face d'elle un président français aussi inflexible qu'elle. Monsieur Mitterrand, a dit Pierre Mauroy, a fait savoir à Mme Thatcher qu'il n'aurait pas signé, lui, l'accord de 1980 sur la contribution budgétaire britannique et qu'en conséquence, il ne le ferait pas davantage en 82. Alors vous l'imaginez facilement, réaction très sévère ce soir à Londres, mais tout de suite, première question, Bernard Rapp, Mme Thatcher savait-elle ou ne savait-elle pas ce qu'allait être la décision de Paris et ses partenaires? Bernard? Écoutez, Patrick, officiellement, Margaret Thatcher ne savait pas. C'est en tout cas ce qu'elle a dit dans une déclaration qui a précédé celle de François Mitterrand. Je n'ai jamais reçu aucun avertissement des intentions de la CE de prendre cette décision, a-t-elle affirmé. Alors bien sûr, elle fait état d'une très grande déception, d'une très grave crise, la plus grave peut-être, qui a connu l'Europe depuis l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun en 1973. Cela dit, j'aimerais ajouter que François Mitterrand, qui était lundi à Londres, avait reçu les journalistes de façon tout à fait informelle à la suite de ses entretiens avec Margaret Thatcher. Il avait alors affirmé qu'il n'y a eu aucun accord sur les grands problèmes communautaires. Donc je crois qu'on peut dire que c'est quand même une demi-surprise, y compris pour les Britanniques. Alors il y a les réactions, alors là encore il faut faire la part entre ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas. Sur le plan officiel, on étudie la décision, M. Francis Pym, le ministre anglais des Affaires étrangères, ira bien à Bruxelles lundi rencontrer ses collègues, donc en quelque sorte on prend ses distances et on digère un petit peu la pilule. Mais derrière cette façade, il y a la fureur et l'indignation. 200 députés travaillistes, par exemple, ont déposé une motion aujourd'hui demandant le retrait pur et simple et immédiat de la Grande-Bretagne du marché commun. Et puis il y a les réactions de la presse. On parle de coups de poignard, on parle de trahison, une double trahison même, puisqu'on considère ici que le report pour 7 jours seulement des sanctions, ce report a déjà été une trahison il y a 2-3 jours, donc on considère que la communauté n'a guère été solidaire dans cette affaire avec la Grande-Bretagne. Oui, merci Bernard. Premier témoignage à l'appui de ce que vous venez de nous dire, celui du président de la commission agricole au sein du marché commun, Dennis Curry, qui est aussi député conservateur et qui, à ce titre, connaît bien Mme Thatcher. Il nous dit comment, à son sens, elle va réagir. Je pense qu'elle va riposter, mais je pense que peut-être elle va riposter pas dans les médias. Alors il se peut que d'ici 24 heures, les troupes britanniques seront dans les Falklands. Alors elle ne peut pas faire de la guerre dans l'Atlantique du Nord et l'Atlantique du Sud à la fois. Bon, je pense qu'elle va peut-être faire une geste, peut-être la chaise vide pendant un mois, mais je pense qu'elle va réfléchir un peu. Ce qu'on pourrait faire,
et c'est simplement mon avis, c'est de dire il faut trouver une solution au budget d'ici, disons, 6 semaines. Sinon, on va réduire notre contribution au budget européen au montant qu'on estime être raisonnable. Ce sera un nouveau conflit. Ça serait un nouveau conflit, mais on est déjà dans le conflit. Madame Thatcher doit riposter, l'opinion publique est déchaînée, c'est dans son style de riposter. On ne peut pas demander à Madame Thatcher de partir en guerre contre le général Galtieri et d'accepter une riposte comme ça en Europe. Là, précisément, la majorité des Britanniques veulent aujourd'hui quitter le marché commun. Est-ce que ça peut arriver après une affaire de ce type? Je pense toujours que c'est une possibilité relativement mineure, mais quand même, il faut se rendre compte que si un gouvernement travailliste arrive au pouvoir en Angleterre, on va probablement quitter le marché commun. Et si l'affaire des Falklands tourne mal, si on n'arrive pas à régler cette affaire du budget, ce qui gouverne l'opinion publique envers l'Europe, il y a un risque très réel que dans les circonstances actuelles, les travaillistes gagnent les élections en Angleterre et on est parti pour la gloire. Tout à l'heure, Edgar Pisani nous apportera son propre témoignage. Edgar Pisani, qui est l'un des commissaires européens à Bruxelles et qui fut déjà là-bas lors de la fameuse politique de la chaise vide pratiquée par le général de Gaulle. Alors, en attendant ces réflexions, un tour très rapide des autres capitales européennes, à commencer par Bonn. Là-bas aussi, on en veut beaucoup à Madame Thatcher. Michel Meyer. Une crise peut être une crise salutaire. Derrière ces paroles du ministre des Affaires étrangères allemand Hans-Dietrich Genscher se cache, si vous me passez l'expression, un ras-le-bol énorme par rapport à l'Angleterre. Moins en ce qui concerne la question des prix agricoles, car les paysans allemands ont un poids relatif dans la politique allemande, qu'en relation avec le problème du budget communautaire. À cet égard, les Allemands paient leur quote-part au budget communautaire dans une situation tout à fait dramatique pour la coalition au pouvoir à Bonn. Alors ils ne comprennent pas du tout la position britannique. C'est dire si dans cette affaire et après le vote à la majorité d'hier, les Allemands sont prêts à envisager un retrait des Anglais de la communauté européenne et c'est là un facteur très nouveau dans la politique allemande. Autre capitale qui elle aussi a voté hier dans un sens défavorable à Londres, Rome. Victor Vraiment nous livre le jugement italien sur les Anglais et sur la crise européenne. Victor, on vous attend, mais on ne vous entend pas. Bien, pas de réaction de Victor Vraiment? Non. Je crois qu'on pourrait faire un petit détour par Bruxelles. On sait que traditionnellement la position italienne est extrêmement modérée. Mais en Italie, on a tout de même été choqué par ce commentaire anglais. Les spaghettis nous ont trahis. Et puis le ministre italien de l'Agriculture, Giuseppe Bartolomei, a dit, quand on utilise la force et le chantage, les partenaires doivent bien riposter comme ils peuvent. Alors, si jamais il doit y avoir une épreuve de force entre la communauté européenne et la Grande-Bretagne, on peut être sûr que l'Italie sera du côté de la France et de l'Allemagne fédérale. Voilà, pardon pour les problèmes techniques que nous rencontrons et la panne de caméra que nous avions au tout début de ce journal. Enfin, un détour par Bruxelles, c'est là en effet que se situe le nœud de la crise. Jean-Louis Calmejean a essayé d'effectuer une petite enquête chez ses confrères de l'Europe des 10 et chez ceux que l'on appelle les eurocrates, c'est-à-dire les fonctionnaires du marché commun. Ici, vu de Bruxelles, ce que tous les observateurs s'accordent à appeler aujourd'hui la décision historique du 18 mai ne suscite pas l'effervescence des eurocrates. En effet, les fonctionnaires européens sont beaucoup plus préoccupés par leur week-end à venir. Pour eux, il semble que ce soit une péripétie européenne parmi d'autres. Et apparemment, ils ne cherchent pas à en mesurer les conséquences. L'effervescence, on la trouve plutôt du côté des journalistes. En discutant cet après-midi avec un confrère britannique, celui-ci me dit tout de go, serrons-nous la main, je ne sais pas si demain je pourrai le faire encore, car je ne sais pas si demain mon pays fera encore partie du marché commun. Et ceci sur un ton mi-figue, mi-raisin. Voilà, eurocrate parmi les eurocrates, Edgar Pisani, qui est commissaire européen à Bruxelles, vous étiez là-bas tout à l'heure. Vous avez été surtout à Bruxelles au moment de la fameuse politique de la chaise vide pratiquée par le général de Gaulle il y a 15 ans. Est-ce que vous voyez une analogie entre ces deux crises? Le général de Gaulle a pratiqué la politique de la chaise vide pour répondre à une initiative de la Commission présidée par Walter Hallstein, celui-ci ayant prémédité une action en force pour consolider la position de l'organisme qu'il présidait, pour lui créer des pouvoirs budgétaires
et pour amplifier les compétences du Parlement. C'était le problème de la supranationalité. C'était en effet l'affirmation à un moment essentiel de l'histoire de la communauté, la volonté d'affirmer la supranationalité de celle-ci. Le général de Gaulle a donc décidé de pratiquer la politique de la chaise vide, et on en est sorti non pas par un accord écrit, non pas par un acte essentiel et solennel, mais par un arrangement. Et vous croyez qu'aujourd'hui l'Europe pourrait digérer cet arrangement était très clair, il consistait à affirmer que jamais on ne recourrait à un vote lorsque l'intérêt essentiel, vital d'un pays serait en cause. Et à partir de là, une pratique s'est instaurée, chaque pays pouvant invoquer à sa guise, le moment venu, son intérêt vital pour empêcher que telle ou telle décision ne soit prise. On en a abusé, on en a usé, et finalement la politique européenne s'est progressivement dégradée de ce fait. Mais il n'était jamais arrivé que, liant des problèmes n'ayant pas de lien l'un avec l'autre, un pays tente, lui, de paralyser l'Europe et ses intérêts vitaux au nom de ce qu'il considère, lui, comme ses intérêts vitaux. Et la position prise par les 9 pays, 7 qui ont voté dans un certain sens et 2 qui se sont abstenus à l'égard de l'Angleterre, est l'affirmation du fait qu'il était vital pour l'Europe qu'une décision soit prise à la date à laquelle elle a été prise. Alors vous qui les regardez vivre de l'intérieur, est-ce qu'il vous semble que les Anglais justement ont cherché à paralyser le fonctionnement du marché commun? Les Anglais sont différents des continentaux. C'est clair, je crois qu'il faut en prendre acte. Les Anglais sont utiles, sont nécessaires à la communauté, je crois qu'il faut le constater. Les Anglais, depuis quelque temps, jouent une politique où, liant les problèmes l'un à l'autre, ils essaient d'obtenir satisfaction dans un domaine en paralysant l'Europe dans un autre domaine. Et c'est cela qui est contraire à la règle du jeu fondamentale de la communauté. C'est une certaine faute à l'égard de la morale communautaire. Qu'ils se battent sur l'affaire des prix agricoles, c'est une chose, mais ils n'avaient pas l'intention de se battre sur les prix agricoles, ils étaient d'accord. Mais comme ils voulaient une contribution budgétaire européenne plus forte que celle qui leur était proposée, ils ont décidé de bloquer le système. Ils se sont mis très profondément, je crois, dans leur tort vis-à-vis de la pratique générale, vis-à-vis de la règle du jeu des pays. Et c'est pourquoi les capitales sont assez irritées à l'égard de l'Angleterre. Et vous la voyez, cette Angleterre, quitter à terme le marché commun? D'abord, je ne vois pas juridiquement comment elle peut le faire. Ah oui, comment ça se passe en effet? Les traités ont été paraphés par des chefs d'État et de gouvernement, ils ont été ratifiés par des parlements, et ce sont des traités qui ont été signés et adoptés sans limitation de durée. L'idée que l'on pourrait sortir de la communauté économique européenne n'a pas émergé au moment de l'élaboration des traités, ou si elle a émergé, on ne l'a pas fait apparaître dans le texte. Apparemment, on ne peut pas les pousser dehors, mais de même, ils peuvent se retirer, ce n'est pas prévu non plus. Non, ils ne peuvent pas se retirer, il faudrait qu'il y ait l'accord de 10 gouvernements et le vote de 10 parlements qui aillent dans le même sens pour que l'Angleterre, pour que tel autre pays, pour que n'importe quel pays puisse sortir de la communauté économique européenne. Voilà, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là, je crois qu'il faut attendre, et je crois qu'on aurait tort de dramatiser à l'excès ce qui se passe actuellement. Des événements très importants ont eu lieu, une crise est ouverte, laissons le temps nous dire la suite. Merci en tout cas, Edgar Pisani, de nous avoir apporté votre témoignage et votre expérience. À l'origine donc de ce nouveau rebondissement, cette déclaration de François Mitterrand prononcée, je vous le rappelle, à Alger, c'est là en effet que le président français a commencé sa tournée algérienne, une escale de 4 heures, des entretiens, vous le voyez, dès l'aéroport avec le président Chadli, un bon climat, la confirmation du profond changement des relations entre les deux pays. Après Alger, il y eut Niamey, c'est-à-dire la capitale du Niger. Il est arrivé en fin d'après-midi à Niamey pour une visite officielle de 48 heures. Le président de la République et Mme Mitterrand ont été accueillis, vous le voyez, à leur descente d'avion par le colonel Kounché, c'est-à-dire le chef de l'État nigérien. Après le Niger, ce sera la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et ses 4000 coopérants français, de loin le plus fort contingent dans le tiers-monde. Il s'agit surtout d'enseignants. Nos reporters, Michel Sroulovici et Pierre Moscovitch, se sont rendus dans le nord du pays, dans la savane,
pour voir comment fonctionnait une assistance technique essentiellement centrée sur le développement rural avec un gros effort de formation. Voici le fruit de leur enquête. Cette retenue d'eau au nord de la Côte d'Ivoire pourrait s'appeler le barrage de l'espoir. Pour ces éleveurs de la savane, il est devenu indispensable. Assistants techniques français et cadres ivoiriens coopèrent ici à la transformation d'une zone depuis longtemps déshéritée. Actuellement, nous sommes en train de discuter sur les sites d'implantation de barrages de ce type dans le cadre d'un vaste programme d'aménagement qui concerne tout le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons des projets d'encadrement des éleveurs pour arriver à ce qu'ils gèrent leur cheptel avec une bonne productivité. Et nous avons des projets d'aménagement qui cherchent à intégrer les activités d'agriculture et d'élevage pour une meilleure intensification des productions dans le nord du pays. Espoir encore pour ces éleveurs, l'installation d'un centre de soins pour le bétail. 250 d'entre eux prennent ici des habitudes nouvelles. Maître d'œuvre du projet, les coopérants français. Vaccination des animaux contre le fléau des cheptels, peste bovine et charbon. Le bain antiparasite ensuite. Opération évidente en Europe, mais révolutionnaire dans cette partie de l'Afrique noire. Pour moi, une bonne coopération, c'est d'abord la définition par le pays lui-même de ses propres besoins. Et dans ce recensement de nos besoins, la France avec sa technicité, la France avec ses moyens financiers peut nous aider. Le point d'eau, lieu de rencontre ou de conflit, attirant éleveurs et troupeaux dévastateurs mal reçus par les paysans. Pâture ou culture, le schéma type du western. Il en était ici au barrage de Biembe comme partout ailleurs. Pour résoudre le conflit, les coopérants ont appris l'alvinage aux paysans et le point d'eau est devenu pisciculture. Un apport non négligeable en protéines dans ces régions déshéritées. Les heurts, parfois meurtriers, se muent en concorde. Sur ces buttes d'igname, un tubercule alimentaire, de l'engrais animal. Le troupeau, ennemi des cultures, devient bénédiction. Monsieur Diakité a compris tout l'avantage d'être à la fois agriculteur et éleveur. Avant l'installation du centre de soins, il y a 2 ans, j'avais 102 têtes de bétail. J'en ai 180. Avant, 7 à 8 bêtes sur 10 mouraient à la naissance, maintenant 1 ou 2. Cet exemple, un résumé de la réussite d'un projet de coopération qui prend comme centre le développement rural et non pas la seule mise en valeur de matières premières des pays pauvres à destination des pays riches. Voilà, à son retour à Paris, François Mitterrand ouvrira en priorité le dossier de la réunion des pays industrialisés à Versailles. On a appris cet après-midi que pour protéger les chefs d'État qui s'y rendront, on a fait installer 6 batteries de DCA qui seront dissimulées dans les buissons du château de Versailles. Le parc du château sera interdit au public à partir du 24 mai. Il y aura plusieurs milliers de policiers et de gendarmes. Parlons maintenant de l'affaire qui mobilise l'Italie tout entière. Pensez donc l'actrice la plus populaire, Sophia Loren, qui ne s'était pas rendue là-bas depuis plusieurs années parce qu'elle était sous le coup d'une inculpation et d'un jugement du tribunal la condamnant à 1 mois de prison pour fraude fiscale. Sophia Loren donc a décidé aujourd'hui de tenter le tout pour le tout et de revoir tout à la fois son pays et sa mère malade. Mais à son arrivée, annoncée à grand renfort de trompette, un policier, des menottes et puis Victor Bramand. Non, ce n'est pas le festival de Cannes, c'est l'aéroport de Rome. Il est 13h environ. Sophia Loren apparaît, mais accompagnée d'un capitaine de la police. Sophia Loren en état d'arrestation, et ce n'est pas du cinéma. Excusez ce tremblement de terre, mais ce matin, pour pouvoir filmer Sophia Loren en état d'arrestation, il fallait passer sur les corps d'une centaine de concurrents fanatisés. Donc, en 1970, il y a 12 ans, la Sophia Loren nationale a omis de déclarer au fisc un gain de 5 millions de livres, c'est-à-dire 25 000 francs. La justice est mise en marche, lentement mais sûrement, 1 mois de prison. Or, Sophia Loren doit tourner un film en Italie, et puis elle voulait revoir sa mère, et puis aller en prison pour si peu, eh bien c'est la justice italienne qui sombrera dans le ridicule, pas elle. Sophia Loren a donc décidé de revenir dans son ingrate patrie, même si c'est pour passer 30 jours et 30 nuits en prison. Confusion mémorable. Grand déploiement de forces de police. En fait, Sophia Loren a été accueillie comme un chef d'État
comme une gloire nationale, à cela près qu'il y a une voiture qui doit l'emmener à la prison de Caserte, près de Naples, la ville où elle est née. Ah, peut-être que ce policier a oublié de demander un autographe à Sophia Loren. La morte, l'eterna ruota. Quello vedete più meglio, guardate. Et pourtant, il y a encore quelques années, la belle Sophia Loren semblait avoir d'excellents rapports avec les forces de l'ordre et les représentants de la justice. Voilà, c'est pas drôle parce que ce soir, elle passe la nuit en prison. À mi-chemin, toujours entre le cinéma et la prison, l'affaire Güney, ce cinéaste turc qui a présenté samedi à Cannes un film très apprécié, Yol, et qui s'est évadé de prison. Et bien aujourd'hui, la Turquie a demandé à la France l'extradition du cinéaste. Il y a peu de chances qu'elle l'obtienne. Citroën maintenant avec un conflit empoisonné, rupture des négociations cette nuit, procédure de licenciement à l'encontre de 17 militants CGT, dit la centrale syndicale, un appel précisément de la CGT à une grande manifestation unitaire le 25 mai, et puis des accusations de ce syndicat relayées tout à l'heure à l'Assemblée par le communiste André Laget. J'ai entre les mains des pièces de CX lancées ce matin sur des rassemblements d'ouvriers, monsieur le ministre. Des témoignages irréfutables vous seront fournis sur place de cette pratique barbare. Je dois vous dire que nous payons ici, dans cette entreprise et dans ce pays, à propos de l'affaire Citroën, l'atrophie du dialogue social qui a été conduit pendant des années et des années dans cette entreprise et qui rend beaucoup plus difficile les conditions d'un accord avec des gens qui avaient perdu l'habitude de respecter des libertés, des dignités et de se retrouver tous autour d'un tapis vert. Et cela ne rend que plus nécessaire et plus légitime les droits des travailleurs, et je suis heureux de voir que cette Assemblée, en tout cas dans sa majorité, a déjà pratiquement adopté une partie non négligeable d'un premier texte qui est celui justement qui porte sur les libertés des travailleurs qui devront s'appliquer désormais à Citroën comme dans toutes les entreprises de France. Et puisque nous avons eu M. Auroux, sachez que les députés ont voté aujourd'hui le principe de sanctions pénales pour l'employeur qui refuserait de négocier le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises de plus de 200 salariés. Le conflit de la Société Générale a un délai de réflexion jusqu'à lundi. La CFDT majoritaire refuse toujours les propositions de la direction. Enfin, il faut savoir que le RPR a rencontré aujourd'hui la CSL. Il l'encourage dans son action. Le RPR partage ses inquiétudes quant aux atteintes à la liberté du travail. Un dossier délicat dans ce qu'il est appelé, il est convenu d'appeler un petit peu artificiellement la rubrique fait divers. L'enquête décidée en effet par le ministère de la Santé sur un centre qui regroupe des enfants handicapés, le centre psycho-éducatif de Coyolles dans l'Aisne, dont le fonctionnement a été discuté par des membres du personnel. À Amiens, l'enquête de Robert Tixévicha. Cet homme s'appelle Jean-François Langlard. Il a été embauché le 14 décembre dernier au Cèdre de Coyolles, un centre pour handicapés mentaux. Il y a 160 handicapés au Cèdre et autant de salariés. Avant la fin de son stage, le 30 avril, Jean-François Langlard a été licencié. Pendant plus de 2 semaines, il a observé une grève de la faim dans une salle de la mairie de Soissons. Cette grève de la faim, le pourquoi, c'est pour dénoncer un système dans une maison d'handicapés mentaux qui est terrifiant et qui empêche tout programme psychopédagogique. Jean-François Langlard dénonce M. Pamard, le président démissionnaire de l'association dont dépend le Cèdre, M. Baccar, le secrétaire, et M. Havel, le directeur général adjoint du centre. Principale accusation, leur autoritarisme qui empêche les éducateurs et les psychologues de faire leur métier. Le Cèdre ressemblerait plus à une pouponnière 3 étoiles qu'à un établissement destiné à soigner, à conduire vers la vie sociale. Jean-François Langlard n'est d'ailleurs pas le seul à trouver que quelque chose ne va pas au Cèdre. Tout est fait pour le bien-être, disons pour l'hôtellerie des handicapés, mais absolument rien n'est fait pour leur éducation, pour leur devenir et surtout pour la prise en compte de leur handicap. Il s'agit des gardes simplement. Tout à fait. C'est une garderie peut-être un petit peu de luxe, mais c'est absolument tout ce que c'est. Faut pas qu'il s'ouvre, il faut qu'il soit bien sage. Et puis c'est tout. Une enquête de l'inspection générale des services de santé a commencé depuis lundi. De son côté, M. Pamard, qui vient de démissionner, rejette en bloc les accusations portées contre lui.
aussi des rumeurs courent selon lesquelles il y aura eu des mauvais traitements à des enfants au Cèdre. Ce sont des propos diffamatoires. Il est bien évident que si des familles avaient eu connaissance de ces gestes, je crois que, en tant que mère et père de famille, elles auraient demandé réparation. Messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas vous parler en présence des membres de la direction qui vous accompagnent. La franchise de nos réponses à vos questions s'avérerait bien trop dangereuse pour notre avenir dans cette maison. Signé des éducateurs. Cette lettre que nous avons trouvée dans la voiture à la fin de notre visite accompagnée du Cèdre est significative. En 2 ans, on ne compte plus les éducateurs qui ont quitté le centre. La crise de Coyol va-t-elle durer encore longtemps au détriment des handicapés? Si une réponse à cette question est maintenant proche, on la doit pour beaucoup à Jean-François Langlard. L'affaire Lucet maintenant, avec peut-être un nouveau rebondissement à la suite des révélations ce matin de nos confrères du Canard enchaîné, Corinne Pertuis. Ce n'est pas un rebondissement à proprement parler, tel qu'on a connu cette affaire à son début, après la mort de René Lucet le 4 mars dernier. On se souvient des avatars de l'affaire, des expertises et des contre-expertises, de l'ouverture enfin d'une information judiciaire, 1 mois et demi après le décès de René Lucet. Disons que nous disposons aujourd'hui d'autres informations. D'après le Canard enchaîné, l'affaire Lucet serait une affaire financière. 2 milliards de centimes en provenance de la caisse auraient disparu dans la nature et le compte personnel de René Lucet aurait été crédité mystérieusement chaque mois de 10 000 francs. Il y aurait donc eu, selon ce journal, des détournements de fonds très importants. À la police judiciaire de Marseille, on nie avoir fait cette découverte et au parquet, on garde le mutisme le plus absolu. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'une enquête sur la gestion de René Lucet a bien été demandée par la juge d'instruction Bernadette Augier au service financier de la police judiciaire en marge de l'instruction. Si les informations publiées par le Canard enchaîné sont vérifiées, alors la juge d'instruction pourrait ouvrir une nouvelle information judiciaire concernant cette fois la gestion de la sécurité sociale par René Lucet et par son conseil d'administration. Ces nouvelles investigations financières n'ont pas de rapport immédiat avec l'enquête sur la recherche des causes exactes de la mort de René Lucet, qui reste toujours la tâche principale de la juge d'instruction. Après de nombreuses auditions de Madame Lucet et d'autres témoins, après une reconstitution jeudi dernier en présence de tous les experts, Bernadette Augier devrait d'ailleurs remettre à la mi-juin son rapport sur le bureau du procureur et conclure au suicide ou au crime, ou bien, une fois de plus, ne donner aucune certitude. Cinéma maintenant, avec la Croisette apparemment à nouveau réconciliée après la journée française avant-hier qui avait divisé les festivaliers et pas tous d'accord sur la qualité de la sélection. Et bien ce soir un film événement, Missing, de Costa Gavras, un Français d'origine grecque, mais qui représentera là-bas les Américains, et déjà des rumeurs de palme. Zorro est arrivé. On a l'impression que dans le grand port cinématographique qu'est le festival, avec l'arrivée de Missing, on voit un cuirassé de fort tonnage après les yachts de plaisance et les barques de pêche. La société qui distribue Missing en France avait décidé d'un lancement discret. Il n'en est absolument rien. Missing déclenche les passions. Déjà, en Amérique, lors de la sortie, le département d'État avait diffusé un texte de 3 pages qui en réfutait les thèses. Cette thèse, les Américains auraient soutenu, et plus que soutenu, la junte qui renversa Allende, et auraient autorisé, ou en tout cas toléré, l'assassinat d'un jeune Américain qui détenait les preuves de la collusion. Alors Costa Gavras est assaillie comme une starlette sans soutien-gorge. Sissi Spacek est arrivée enceinte de 8 mois, elle ne se déplace pas sans garde du corps, un coussin et un éventail en cas d'évanouissement. Et la presse recueille tout ce qui concerne Missing avec la joie que déclenchent les nouveautés. Ce soir, après la projection de gala, pas de raout, pas de cocktail. On a tellement vu de gens trinquer au champagne à la santé des enfants affamés qu'on ne peut qu'applaudir cette sobriété. Voilà, en attendant le tiercé de Cannes, on peut faire quelques, non pas des pronostics, mais les résultats du loto d'aujourd'hui. Il fallait jouer le 2, le 9, le 12, le 14, le 19 et le 24 avec comme numéro complémentaire l'As. Donc je répète, 2, 9, 12, 14, 19, 24.
Il faut savoir enfin qu'en tennis, les Français font de bons résultats. Tulane a en effet battu José Luis Clerc aux internationaux d'Italie, qui était le très grand favori, l'Argentin. Et le Comte a battu le Hongrois Tarokchi. Noah, de son côté, s'est bien débrouillé. Bref, ça se passe pas trop mal pour les Français. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. Là, nous aurons demain une ascension mouillée. Le mauvais temps, la pluie qui est actuellement sur l'ouest du pays va rentrer assez profondément, très rapidement sur la France cette nuit et se situera demain des Ardennes au Morvan, au Massif central et aux Pyrénées. Pluie, nuages accompagnés d'orages, surtout sur l'est de la France. Il y aura le matin quelques éclaircies, mais évidemment les nuages arriveront relativement vite. Éclaircies qui prédomineront tout de même, oh là, je vais partir ma pluie, qui prédomineront tout de même sur la Méditerranée. À l'ouest, ciel variable, alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore accompagnés d'averses. Vendredi, ça devrait être plutôt du beau temps partout, après dissipation des brumes matinales. Et enfin, samedi, dimanche, avec une hausse des températures, nous allons bien entendu retourner à l'orage. Les températures pour demain, sans grand commentaire, c'est comme aujourd'hui, c'est stationnaire, c'est tout à fait de saison, 17 minimum, 24 maximum. Demain, jeudi 20 mai, 2 minutes de soleil supplémentaire, levé 6h05, couché 21h30. C'est la fête de l'Ascension, bien sûr. C'est aussi la Saint-Bernardin qui est le patron des journalistes. Patron. Bon, alors, le journaliste de 23h15 sera Hervé Claude. Il vous développera les deux titres essentiels de la journée. Je vous les rappelle, François Mitterrand a posé le problème de la présence britannique dans le marché commun. Et Sophia Loren passe la nuit en prison. C'est elle-même qui a voulu revenir chez elle après plusieurs années d'absence dans son pays. Elle a été condamnée pour fraude fiscale. Bonsoir à tous, à demain 20h et pardon pour nos petits problèmes techniques.